Vous écoutez Le Grand Débat, issu de l'épisode S802 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 mars 2024. Cette émission vous est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils photo série X, plus de 11 années d'innovation et d'ingénierie technologique dans la conception d'appareils photo hybrides. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le journaliste Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour discuter de la monture X de Fujifilm. Alors pour commencer, on va parler un peu d'histoire, de l'histoire de cette monture, qui est évidemment naturellement liée à celle des hybrides Fujifilm. Pour découvrir pour la première fois la monture X, il faut remonter en janvier 2012 avec l'arrivée du premier hybride Fujifilm et la naissance du X System avec le X Pro 1. Messieurs, en 2012, à quoi il ressemble le marché de la photo ? C'est du lourd. C'est comme ça que je définirais le marché de la photo à cette époque-là. Coïncidence, c'est aussi le moment où j'ai eu mon premier réflexe, en 2013, Canon EOS 600D, que j'ai remplacé ensuite par un 6D. Donc, tu es jeune. Ouais, tu es jeune. Et pourtant, je me sens vieux, c'est affreux. Tout ça pour dire, le marché à l'époque est quand même vachement dominé par le réflexe, qui ne semble absolument pas montrer de signe de faiblesse, bien au contraire. Il est très bien installé tant sur l'entrée de gamme, milieu de gamme et évidemment le marché des professionnels. Mais il y a quand même une grosse nouveauté qui est l'arrivée de ce qu'on appelle à l'époque le compact à objectif interchangeable, qu'on n'appelait pas encore les hybrides à l'époque, parce que c'était des tout petits appareils, mais avec justement une monture interchangeable qui permettait de changer l'objectif à volonté. Tu sais comment ils les appelaient, les anglo-saxons, au début, ces boîtiers-là ? Les EVIL. Ça veut tout dire quand même. Electronic Viewfinder Interchangeable Lens. Cela dit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en l'occurrence, c'est pas tout à fait exact parce que si on parle de Fuji et du boîtier dont il va être question, le X Pro 1, qui est le premier hybride, appareil objectif interchangeable qui est sorti, ce n'est pas exactement un EVIL puisqu'il avait une particularité avec une visée hybride, à la fois optique et électronique, qui était la même visée hybride sortie un an auparavant dans le premier X100. On en a déjà parlé à l'occasion de la sortie du X106. Donc, mais c'est marrant parce que 2012, c'est une année un peu entre deux, puisque on est un an après ce fameux X100 qui a révolutionné plutôt le créneau des compacts experts, mais on est un an avant la sortie des premiers hybrides plein format Sony, puisque septembre 2013, on a les Sony Alpha 7 et Alpha 7R qui sortent. C'est ça. Donc on est effectivement une période d'insouciance pour nos chers appareils à miroir qui voyaient un avenir radieux, et c'est vrai que tout est allé très vite. Et à l'époque, il y avait un acteur de plus sur le marché de la photo, puisque Samsung était présent et très 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 bien présent et novateur en termes d'hybride, puisqu'ils avaient plusieurs modèles qui existaient déjà équipés de capteurs APS-C. Les autres marques, elles étaient aussi en train un peu de se chercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Nikon, sur l'hybride, au début, ils avaient misé sur le capteur 1 pouce avec les Nikon One, comme Pentax, avec le Pentax Q. C'était quand même assez original tout ça. Oui, mais les Nikon One qui finalement étaient des bons produits, enfin, c'était un beau concept, c'était un problème de génération, c'est-à-dire que quand le Nikon One est arrivé à maturité, à partir du 5e modèle à peu près, la série s'est arrêtée, hélas. Alors que sur le principe, et tu avais raison de citer les Pentax Q, c'était des belles idées, des beaux concepts. C'est un problème de timing, je pense. Pentax Q, plus bel appareil photo ever. Bon, pas plus beau que le PNF, évidemment, mais tellement mignon, tellement chouchou, tellement tout, quoi. Non, alors dans ce domaine-là, moi, je préfère le GM5 de Lumix, qui est un appareil fou, quoi, en fait, que j'ai gardé, qui est minuscule et qui permet de monter, donc monture micro 4 tiers, qui permet de monter plein d'optiques. Mais voilà, bon après... Moi, c'est les Panasonic, les premiers hybrides de chez Panasonic. Je me souviens très bien, j'étais au ski, il y avait une famille qui m'avait demandé de les prendre en photo, et je pensais vraiment que c'était un compact. En fait, non, c'était réellement un hybride, on pouvait changer l'objectif dessus, on pouvait mettre un téléobjectif si on voulait. Je me disais, mais attends, mais c'est à peine plus gros qu'un compact comme ceux que j'avais avant. Moi, j'étais avec mon énorme réflexe, avec mon énorme téléobjectif. J'ai compris que là, il y avait quand même quelque chose de plutôt intéressant.
dans l'horizon. Et avant que Fujifilm lance le X System, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Qu'est-ce qu'il proposait sur le marché de la photo? L'histoire de Fujifilm remonte à 1934. Il y a 90 ans cette année. En ce temps-là, plus sérieusement, pour le bien de nos auditeurs, réalisé sans trucage, précisons-le quand même. Et je tiens mon chapeau. En 1934, du coup, l'État japonais décide de subventionner largement la création d'un acteur majeur de la pellicule, notamment pour ne pas dépendre d'acteurs extérieurs, pour ne pas citer Kodak. Et bon, pour avancer très rapidement dans le temps, Fujifilm s'est un peu cherché, on va dire, aux alentours des années 2000, avec une gamme de réflexes, notamment le S1 Pro, qui est sorti en 2000, je crois. Mais petite particularité, c'est que c'était des réflexes qui étaient basés sur des Nikon et avec une monture Nikon F. C'est quand même assez amusant. Et c'était pas des mauvais appareils pour autant, bien au contraire, mais disons qu'en termes d'identité de marque, c'était pas du tout aussi développé et aussi fort que maintenant. Et d'un autre côté, Fujifilm, vraiment très tôt, a su se diversifier au niveau de ses produits. Et par exemple, en 93, ils ont pris 51% d'une boîte japonaise qui était spécialisée dans la fourniture d'équipements médicaux. Et cette diversification que d'autres marques ont initiée à peu près concomitamment leur a permis justement de dégager des sources de revenus très conséquentes à une époque où Kodak, au contraire, continuait à miser à fond sur le film. Ce qui était très bénéfique aussi pour Fujifilm, c'était leur gamme Instax. On s'imagine que c'est très récent. En tout cas, moi, avant de préparer cette émission, je pensais que ça datait d'il y a quelques années. Et en fait, pas du tout. Parce que le premier Instax est sorti en 1998. Mais non. Si, carrément. Et c'était alors, maintenant, on appelle ça l'Instax Wide. Mais à l'époque, c'était l'Instax tout court. Et ça a plu immédiatement. Et bien au-delà de toutes les espérances des gars de Fujifilm. C'était très gros boîtier. Hein. Oui, pour le coup, oui. Mais ça faisait des grosses photos. Ça faisait des grosses photos. Du wide quasiment taille Polaroid, quoi. Comme on a aujourd'hui un Stax Wide, c'est ça. l'équivalent. C'est les mêmes films que tu peux utiliser encore aujourd'hui dans ces appareils-là. En revanche, il fallait mettre des piles assez volumineuses. Et donc, l'appareil était à la fois volumineux, un côté un petit peu plastique. On est vraiment dans le concept de ce qu'on appelait les toy caméras, les appareils jouets. Mais c'est vrai que le concept il date pas d'hier. C'est ça, et ça a immédiatement plu, parce qu'on commençait à voir le déclin de la photo argentique, au sens propre du terme, l'avènement du numérique était quand même pas loin, mais il y avait déjà cette volonté d'avoir ces petites photos qu'on peut avoir très facilement, quasi immédiatement, et qu'on peut partager autour de soi. Et ça, c'est un concept qui, évidemment, a immédiatement plu. Et accessoirement, ça a permis à Fujifilm de dégager des bénéfices très conséquent. De la thune. De la bonne moula bien juteuse, comme on dit. Et quand justement, aux alentours de 2008, à la Photokina, on a Panasonic qui sort son G1, qui est le premier hybride du marché, suivi peu de temps après justement par des acteurs comme Sony, la monture Olympus, bien évidemment. Sony, c'est juin 2010. Samsung, qu'on a cité tout à l'heure, c'est même janvier 2010 avec la défunte monture NX. On a un marché qui est en pleine transition parce qu'on a le réflexe qui se maintient, mais d'un autre côté, il y a du mouvement parce que les gens cherchent à faire des images, mais sans avoir une espèce d'énorme mastodonte dans le dos. Et c'est là que les hybrides ont une énorme valeur ajoutée à proposer. Et une époque où il y avait encore plein de compacts de grand public. Et d'ailleurs, il y en avait plein chez Fuji aussi. Il y avait des compacts baroudeurs. Il y en avait un qui était d'ailleurs très rigolo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était le Finepix Reel 3D W3. Oula. Un appareil photo donc numérique, stéréoscopique, 2 capteurs, 2 optiques et surtout un écran arrière. Alors, je ne me rappelle plus de lenticulaire, je crois qu'on dit. Enfin, on pouvait voir l'effet 3D sans lunettes, directement sur l'écran arrière de l'appareil. Et on avait la possibilité de pouvoir faire tirer des hologrammes de ces photos directement par Fujifilm, uniquement au Japon. Et l'effet était tout simplement saisissant. Ce qui est très drôle, c'est que ça s'inscrit à un moment où la 3D est ultra à la mode. Sur les télés, quoi. Pas que ça, parce que par exemple, tu as la Nintendo 3DS qui est sortie, je crois, 1 an après justement l'appareil dont tu parlais. Et il y avait justement ce petit écran qui permettait de voir des images en 3D, des jeux en 3D, voire même carrément des films en 3D, même si l'écran était minuscule. Et finalement, cette vague de la 3D
s'est éteinte aussi rapidement qu'elle est apparue, mais ça a donné l'occasion de produits très atypiques et qu'on n'a absolument plus sur le marché aujourd'hui. Alors, bon, on l'a évoqué, hein, Fujifilm a pris le virage de l'hybride en 2012 avec le lancement d'un tout nouveau système, son premier système, le X système, et mécaniquement le lancement d'une nouvelle monture, la monture X. On vous propose d'écouter le témoignage de Jules Azeli, expert technique Fujifilm, nous parler de ces révolutions implémentées à l'époque sur leur premier appareil, le X Pro 1. Simplement, j'aimerais rappeler que l'origine de la monture X remonte en fait à 2010 avec la sortie du premier X100 dont on parle beaucoup en ce moment, qui a été annoncé fin 2010, sorti début 2011, avec un capteur APS-C de 12 mégapixels sur une matrice de Bayer classique. Donc Fujifilm sort un premier compact expert avant de sortir un hybride. Ce qui est intéressant dans la conception de ce premier boîtier, c'est le choix du capteur. On a choisi de lancer un capteur APS-C, simplement parce qu'en fait, au moment de développer une gamme d'hybrides, avec la volonté de l'hybride d'être plus compact et plus léger, on n'a pas vu d'intérêt particulier à aller sur un capteur 24-36 plein format qu'on a l'habitude de voir dans le monde professionnel en photo. Et la nécessité pour nous était de proposer une solution tout aussi qualitative, mais plus compacte et plus légère que ce que proposait le plein format. Le X Pro 1 arrive en 2012 avec un premier capteur X-Trans, qui en fait, au-delà de la monture, est peut-être la chose la plus intéressante et pertinente qui est faite Fujifilm à ce moment-là. L'intérêt du capteur X-Trans, en fait, c'est de répartir les pixels de couleur aléatoirement sur la surface photosensible pour pouvoir enlever des filtres, simplement pour gagner en intensité lumineuse qui arrive directement sur le capteur. L'intérêt de l'APS-C, c'était d'utiliser des bouts de verre qui étaient beaucoup moins volumineux, des lentilles qui étaient beaucoup moins grosses, beaucoup plus légères, tout en gardant l'expertise que Fujifilm avait depuis 1934 sur la conception d'optique de très haut niveau, qu'on a pu observer, que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la photographie, mais également dans le monde du médical, qui est quand même un secteur sur lequel Fujifilm est très présent. Aujourd'hui, en 2024, on couvre d'un équivalent 12 mm jusqu'à un équivalent 1800 mm sur un 150-600 avec doubleur. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre de se targuer, de dire qu'on couvre absolument tous les besoins professionnels de la photographie, tout en se laissant aussi la porte ouverte à un développement d'optique plus spécifique. Est-ce que vous pensez que finalement la stratégie, l'orientation qu'a pris Fujifilm à l'époque, c'était le bon move quand on le compare évidemment aux stratégies des autres acteurs déjà engagés d'une certaine façon sur l'hybride? Alors, il y a un proverbe qui dit « Time will tell ». Et pour le coup, le temps le dit, la stratégie de Fujifilm semble, en tout cas en 2024, être particulièrement judicieuse. En fait, contrairement aux autres acteurs du début des hybrides, ils ont tout de suite misé sur un capteur qui est quand même relativement grand, l'APS-C, versus le micro 4 tiers, qui est quand même plus petit, et versus, comme on en parlait tout à l'heure, les montures pouce. Exactement, le capteur Nikon CX de 1 pouce, la monture Q qui est sur type 1 sur 2,3 pouces ou 1 sur 1,7 pouces, bref, des capteurs beaucoup plus petits. Et avec cette taille de capteur vient du coup une qualité d'image qui est meilleure parce que les photosites sont plus grands. Et donc, partant de là, on peut avoir une meilleure dynamique, une meilleure gestion de la sensibilité ISO. Et accessoirement, ils n'ont pas une volonté de préserver un écosystème existant. Et en disant ça, je vise particulièrement la monture Canon EF-M qui est sortie en octobre 2012, donc à peu près en même temps, où clairement le but était de mettre un pied dans l'hybride en targetant une cible qui veut quelque chose de plus léger, plus compact, mais surtout de ne pas menacer l'écosystème EF et EFS réflexe qui lui doit rester dominant. Et cette stratégie est intéressante puisque de toute façon il y avait la possibilité de monter les optiques traditionnelles sur cette monture EFM, mais par contre les optiques EFM malheureusement maintenant sont condamnées à rester sur des boîtiers qui sont éteints, on va dire, comme les dinosaures. C'est fini de toute façon ce système-là chez Canon. C'est clairement ça, la monture RF a complètement pris le dessus et en fait du coup maintenant c'est un cul-de-sac. Ce qui est un peu pas officiel, mais enfin on a compris que c'était terminé. On a très clairement compris quoi. Au bout d'un moment voilà. Et derrière cette monture Fujifilm X,
Non seulement elle est très vivace, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'acteurs, ça on aura l'occasion de reparler au cours de cette émission. Et ce qui est intelligent aussi, c'est qu'elle évite de se confronter directement aux acteurs majeurs du plein format, avec tout de suite des capteurs très grands et donc très chers à fabriquer, avec des optiques très volumineuses, etc. Là, on fait quelque chose de plus petit, de plus compact et léger. Voilà, l'idée originelle même de l'hybride, quoi, exactement. En comparaison au réflexe. En fait, on en a beaucoup parlé très récemment, parce qu'on a consacré une émission à l'OM1 Mark II, qui est un boîtier aussi très intéressant, qui est au format, qui appartient au système micro 4 tiers qu'au format 4 tiers. Et c'est vrai que ces petits capteurs dont on aurait pu penser à un moment donné qu'ils seraient condamnés, il y a beaucoup de prophètes sur Internet qui misaient sur démocratisation du 24-36. Finalement, comme tu le disais très bien, Time will tell, le temps le dit et le confirme. C'est faux. Et les petits capteurs sont toujours là. Et Fujifilm, depuis l'avènement de la monture X en 2012, poursuit son bonhomme de chemin et consolide les acquis, tout comme le micro 4 tiers le fait aussi, par certains aspects. Donc la réponse, c'est oui, c'était le bon move. Et ils ont développé assez rapidement toute une gamme de boîtiers. Donc quasiment tous les concepts et tous les modèles sont continués encore aujourd'hui. Je vous fais une petite frise vite fait. Donc le X Pro 1, le premier, déjà un appareil complètement hors sol, à l'époque orienté très très expert, voire professionnel comme son nom le laisse supposer. Le XE1 en 2013, le XT1 en 2014, le XT10 en 2015 et le XH1 en 2018. Tous ces boîtiers sont continués aujourd'hui. Ils le sont. En revanche, il y en a qui ont été arrêtés ou en tout cas oubliés, ou on va dire qu'ils sont pour l'instant mis entre parenthèses. Je pense au XA qui étaient des boîtiers d'entrée de gamme. Par contre, c'est un peu le cas finalement c'est un peu à l'image du marché, où finalement ce segment d'entrée de gamme a du mal à redémarrer en hybride. Pour le reste, tu l'as très bien souligné et cette frise permet de le constater, toutes ces lignes sont à peu près continuées. Alors quand même, puisqu'on a parlé du X Pro 1 qui est le premier apparu en 2012, on attend quand même un X Pro 4, parce que là on passe au XT5, les XH sont arrivés, le X Pro 3 date de 2020. Il y a un X Summit bientôt, si je me rappelle bien, en Australie, non? Alors, en Australie, oui, effectivement, dans quelques mois. Après, Fujifilm, lors de notre interview justement au CP+, disait on ne ferme absolument pas la porte à un nouveau modèle X Pro 4, du coup, et XE, potentiellement 5. Rappelons que la gamme XE était très plébiscitée justement pour sa compacité. Moi, j'avais adoré le XE4, qui est tellement léger, très beau agréable. boîtier. Voilà. Hyper intéressant comme boîtier, juste il n'est pas stabilisé au niveau du capteur, c'est la seule chose qu'on peut regretter, mais compact, abordable, agréable à utiliser, les simulations de film, la qualité d'image, bref, tous ces ingrédients-là font que c'est des boîtiers à succès, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un X Pro 4 et un X5 à l'horizon. Juste par contre, Fujifilm prend son temps, parce que les coûts de R&D sont quand même très élevés. Il faut produire les X100 Mark 6 là. Accessoirement. Là, Exactement, il y a des priorités dans la vie. Non, mais justement, par rapport au X100 Mark 6, certains pourraient opter pour un XE4 ou un futur X5 avec une focale fixe, allez, mettons un 23 mm f2 au hasard, qui est un petit peu plus gros que le pancake qu'il y a sur les X100. Mais la particularité de ces XE et de ces X Pro ergonomiques, c'est qu'ils ont un viseur qui est placé sur le côté, comme les boîtiers télémétriques dans le temps. Et c'est vrai que c'est un petit charme assez sympathique à l'usage. Bien sûr. Alors bon, évidemment, en 2012, quand ils se sont lancés avec la PSC, ils étaient entre guillemets au top de la technologie qu'on pouvait imaginer sur de l'hybride, mais l'histoire a montré dans les années qui ont suivi, et notamment les 3-4 dernières années, que le full frame hybride a pris une place absolument délirante et sur le marché, et dans la tête des gens, et d'un point de vue marketing. Et que mécaniquement, la fatale comparaison full frame versus APS-C est totalement incontournable. Et Fujifilm a répondu de la meilleure des façons à cette problématique-là en lançant en 2016 le format GFX. Ah, le GFX. La stratégie de Fuji, c'est quand même très amusant parce que plutôt que de se confronter directement à Canon, Nikon, Sony, ils se disent on va challenger le marché
des deux côtés, en fait. On va attaquer le plein format des deux côtés. D'un côté, avec la capacité pour la PSC. De l'autre côté, la qualité d'image suprême avec le grand format, comme ils appellent ça. Ils n'appellent pas ça le moyen format, d'ailleurs. C'est assez amusant. Et donc, véritablement réveiller un marché qui, pour le coup, était assez endormi et surtout qui était extraordinairement cher, avec des acteurs comme Phase One, comme Hasselblad ou comme Pentax aussi, 645Z. Oui, bien sûr. Il ne faudrait pas l'oublier. Et qui proposaient tous évidemment une qualité d'image stratosphérique, mais à des tarifs absolument délirants, avec des gabarits aussi énormes. Et jusqu'à aujourd'hui, justement, cette gamme GFX a su se diversifier. On a le GFX 50S2 qui est relativement compact et relativement pas cher. Et à l'autre bout du spectre, on a le GFX 102 que j'ai testé il y a quelques mois. Et... qui est redoutablement compact. Mon Dieu. Et qui mise là sur le sport. C'est-à-dire que maintenant, on mise ouvre, sur le sport. Ouais. C'est-à-dire qu'avec un système, comme tu dis, large format, du moins comme dit Fujifilm, pour ne pas dire moyen format, bon bref, ou pour peut-être amplifier la taille du capteur par rapport au 24-36, surtout d'un point de vue marketing, utilise ces termes-là, mais amener du moyen format autour des terrains de sport, c'est jamais vu. Ça commence à être fou. Coupler une telle qualité d'image avec une réactivité suffisante pour être utilisé sur du sport ou sur du reportage avec pas mal d'action, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années. Et en cela, on peut remercier les progrès, notamment en termes d'autofocus, avec la détection et le suivi du sujet qui fait des bons, mais alors considérables, et qui se traduisent non seulement sur, par exemple, le XH2S, mais aussi, du coup, sur le GFX 102, et qui permet de suivre les humains, les animaux, les véhicules, tout ce que vous voulez, avec une efficacité vraiment remarquable, et surtout des motorisations autofocus au niveau des optiques qui sont capables de déplacer des gros blocs de verre à une vitesse et à une précision suffisante pour que ça convienne à ce type d'utilisation. Et petite parenthèse, puisqu'on parlait tout à l'heure même de renouvellement, de futur X5 ou X Pro 4, moi j'aimerais beaucoup, on parle du GFX, un successeur du GFX 50R qui est un compact, mais qui a toujours la détection de contraste uniquement au niveau de l'autofocus. Mais imagine un successeur du GFX 50R avec ce petit viseur placé sur le côté et l'autofocus actuel d'un GFX. Moi, perso, ça me parle. Alors, aujourd'hui, en 2024, on peut dire qu'il y a du choix pour les photographes et les vidéastes, aussi bien au niveau des marques que des tailles de capteurs et que des montures. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Naturellement, les boîtiers Fujifilm, le X-System et la monture X ne dérogent pas à cette règle. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Gérald Géronimi, spécialisé dans la photographie de mariage et la photographie sociale, nous expliquer pourquoi lui, il a choisi le système X de Fujifilm. On l'écoute. Moi, j'ai bossé avec du Canon pendant des années, en fait. Et il y a presque 10 ans maintenant, hein, je me suis offert un X100 de chez Fuji à l'époque et j'ai commencé à l'utiliser. Et puis, en fait, je me suis dit, mais mince, c'est pas un jouet, quoi, le truc. Et autre chose, c'est que j'ai beaucoup aimé, comment dire, la réaction des gens, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à la terrasse d'un café, j'avais le X100 posé sur la table, et puis j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit, oh là là, mais c'est génial, vous travaillez encore en argentique et tout. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est top, quoi. En fait, moi, j'accorde beaucoup d'importance, si tu veux, au rapport que je peux avoir avec les gens que je photographie. Et cette curiosité, cette façon d'aborder, tu vois, les personnes, et ce que je fais aussi sur un mariage, ça correspond tout à fait à ma philosophie. Et c'est comme ça que je suis tombé en fait amoureux de Fuji et de la série X. Donc voilà, moi, mon aventure chez Fuji, elle a commencé comme ça. Et depuis, je bosse avec du Fuji. J'ai le 16 mm 1.4, donc qui correspond à un 24, hein, et le 33 1.4 qui correspond à peu près à un 50. Voilà, je fais 90% de mes photos avec ça. C'est vraiment mes deux focales de prédilection. Et en plus, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que j'ai été, je crois, un des premiers à l'avoir, hein. C'est un objectif que j'ai depuis presque 10 ans, hein, au final, hein. Et il n'a pas bougé, quoi. J'en reviens pas, quoi. C'est-à-dire que moi, mon 16-1.4, il a connu le XT1 jusqu'au XT5, quoi. Tu vois, il a connu les 5 versions du XT, quoi. Et puis ensuite, j'ai un 90 f2 que j'utilise aussi de temps en temps sur les mariages. Et j'ai également le 50-140, hein, équivalent 70-200 à 2.8,
j'utilise lui plus pour des événements où j'ai vraiment besoin, voilà, où je peux pas trop bouger, ou alors sur de l'événementiel, ou sur des conférences, ou tu vois, sur des choses un peu particulières. La gamme optique Fuji est tellement impressionnante, il y a tellement un choix de focales différentes, qui va du l'ultra grand angle jusqu'au télé, qu'en fait on y trouve son bonheur, et au final, la seule contrainte, c'est qu'à chaque fois, il faut faire une conversion, il faut calculer à quoi ça correspond. Mais la contrainte, c'est la seule contrainte que je trouve, quoi. Parce que tu as toute une gamme de focales qui couvre, je pense, enfin, chacun peut y trouver son bonheur, quoi, hein. Celui qui trouve pas son optique chez Fuji, voilà, quoi. C'est toutes les références qu'ils ont, aussi bien en focale fixe, en compact, avec des grandes ouvertures, à f2, à 1.4. Enfin, voilà, il y a de quoi se faire plaisir, quoi. Bon, on va évidemment nuancer un peu le témoignage émotionnel et très enthousiaste de Gérald. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse là, c'est qu'on dresse de manière très objective les avantages et les inconvénients de la monture X et du système APS-C de Fujifilm. Alors, peut-être Benjamin, pour commencer, les avantages. Les avantages, ils sont un peu évidents, hein, comme pour le système micro 4 tiers. L'avantage de l'APS-C, c'est un ratio compacité, poids, encombrement qui va être plus flatteur par rapport au système 24-36, notamment avec des optiques lumineuses. Donc ça c'est clair. Je pense quand même que l'aspect émotionnel, il ne faut pas l'éluder, en fait. Et il va être lié à un autre aspect de la monture X pour moi, c'est que pas mal de marques s'engouffrent dans le design rétro d'un appareil pour des réseaux marketing. Bon, Fuji a été une des premières marques à le faire avec le X100, et ça participe pleinement aux avantages de manipuler un système. Je veux dire par là que les optiques qui sont siglées d'un R comme ring, donc qui signifie bague, ont des bagues de diaph graduées la plupart du temps, et c'est un élément, je trouve, important quand on veut faire de la photo un peu rétro avec des molettes sur le boîtier, etc. Quelque chose qui fait défaut, par exemple, chez Nikon sur les ZF. Or, on le trouve sur la plupart des focales fixes qu'a cité Gérald, notamment il a cité 16 mm 1.4, je crois, et le 33 mm 1.4. Ce sont des optiques qui sont hyper agréables à utiliser parce que l'ergonomie est savamment étudiée. Donc, cette présence, ce souci apporté à la finition, ces optiques en métal, ces bagues de diaph, ce sont des éléments assez identitaires de la monture X, je trouve, et ce charme, cette émotion dont il parle, moi, je la partage. Jean-Nicolas, les inconvénients qu'on pourrait trouver à la monture X et au système APS-C de Fujifilm. Il y en a un que je verrai, mais qui est en train d'être gommé progressivement, c'est que certaines optiques sont un tout petit peu vieillissantes en matière de motorisation. Il y avait par exemple 33 1.4, le 56 mm aussi qui commençait à être un peu dépassé, on va dire. Mais heureusement, justement, maintenant, on profite de nouvelles versions qui sont à la fois plus modernes, qui sont tropicalisées en plus pour certaines, c'est quand même génial. Et franchement, je trouve que c'est un écosystème qui aujourd'hui est très mature, dans le sens où on a vraiment beaucoup de références qui s'adaptent à tous les besoins et presque tous les budgets, on peut le dire. Et après, la seule chose que je verrais aussi, c'est que sur certains besoins très spécifiques en termes de qualité d'image, peut-être que le plein format est encore plus. Bon, on a par exemple des optiques chez Sony, chez Nikon, chez Canon aussi, bien évidemment, qui sont extraordinairement bonnes. Après, il y a toujours ce fameux débat pour le bokeh. Est-ce que l'APS-C est moins bien parce que du coup la profondeur de champ est moindre, blablabla. Franchement, dans ce cas-là, si on raisonne comme ça, il faut tous aller vers le moyen format pour avoir le bokeh le plus crémeux possible. Et puis qui fait des tirages, à 2, à 3, bien sûr. Parmi tous les gens, quelle est la proportion, le pourcentage de gens qui vont exploiter leurs photos en grand à partir de leur boîtier? En fait, la vraie question moi, je tire toutes mes images en 4:3. Donc, bien sûr. Mais bon, pardon, Jean-Nicolas. C'est pas vrai. Et si on raisonne un peu en termes de prix, d'une manière globale, est-ce que, on va dire, à caractéristiques techniques, performances équivalentes, avec l'APS-C de Fujifilm, on est moins cher qu'avec un full frame chez un concurrent? Optique et boîtier confondus, hein.
J'aurais tendance à dire la monture Fujifilm X là présente un énorme avantage sur cet aspect-là. Ah oui, très très clairement. Je vais prendre un exemple assez extrême qui est celui de la photo de sport avec le XH2S qui est un boîtier qui est très spécifique mais qui a un capteur rétroéclairé empilé, donc très grande réactivité. C'est une technologie qui est vendue particulièrement cher sur les boîtiers concurrents où on est à plus de 6 000 € pour le boîtier, juste pour le boîtier. Chez Fujifilm, on est aux alentours de 2 000 € en titre de comparaison. C'est le seul boîtier APS-C du marché avec un capteur empilé et qui, pour le coup, a des mensurations et une ergonomie de boîtier pro. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul boîtier APS-C qui peut se revendiquer estampillé pro. C'est le vrai héritier pour moi des feux Nikon D500 ou Canon et EOS 7D Mark II. Quoi. Alors, pour continuer un peu dans cette série des avantages, récemment, en mai 2020, pour être exact, Fujifilm a décidé d'ouvrir sa monture X aux constructeurs d'optiques compatibles, ce qui a permis à des marques comme Tamron, Sigma, Samyang ou Tokina, par exemple, de lancer des objectifs autofocus en monture X. On vous propose d'écouter le témoignage de Nicolas Morvan, de la boutique en ligne Miss Numérique, et pas que en ligne d'ailleurs, nous partager son analyse sur cette stratégie. Alors, cette nouvelle stratégie de la part de Fujifilm a été très bien accueillie parce que ça permet d'ouvrir un choix beaucoup plus large d'optiques avec parfois des optiques équivalentes, mais des ergonomies différentes. Et puis, ça a surtout permis de potentiellement rendre des kits quand on souhaitait s'équiper avec un budget Fuji X plus abordables que ce que pouvait offrir en natif Fujifilm. Donc ça a été extrêmement bien accueilli et aujourd'hui, on voit que ça n'a pas pour autant ralenti les ventes d'optiques X, mais que ça a plutôt créé une offre complémentaire qui va permettre de pousser Fujifilm sur la vente de boîtiers en fait. Donc c'est plutôt franchement très bénéfique pour Fujifilm comme pour les marques tierces bien entendu. Il est vrai qu'aujourd'hui ne pas avoir de marque tierce peut parfois être un frein pour certains clients et c'est normal puisque aujourd'hui l'opportunité d'ouvrir sa monture, c'est de rendre beaucoup plus abordable son système et aussi de compléter sa gamme optique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir une enveloppe et qui veut rentrer un certain nombre d'optiques dans cette enveloppe, va plus facilement pouvoir le faire avec une marque qui offre plus de choix parce qu'elle a ouvert sa monture qu'avec une marque qui ne l'a pas encore fait. Bon, c'est clairement un avantage. Et Canon... Pourquoi Canon tout de suite? C'est étonnant. Et le pas de la monture X, le dernier constructeur à ne pas ouvrir sa monture. Exactement. Et lors de l'interview au CP+, ils nous ont confirmé une nouvelle fois qu'ils travaillaient avec... tant que je ne verrai pas une optique Sigma ou Tamron en monture Canon RF, pour moi, la monture, elle n'est pas ouverte. On est bien d'accord. Et pour le consommateur, c'est quelque chose qui est très étrange parce que, certes, la monture Canon RF s'est développée à une monture absolument stratosphérique. Je pense que tu auras l'occasion de le développer dans une prochaine émission. Mais par contre, le fait de ne pas avoir de vraies alternatives sur le marché. Mais c'est fou. Il y a un Voigtlander 50 mm f1 en monture RF. 3 maintenant de Voigtlander. Bah tu vois. En manuel. Mais en manuel, les gars. Bah oui. Elle communique avec le boîtier via des contacteurs. Donc super. On a des exifs. Génial. Exactement. C'est fantastique. C'est une révolution. Après tout, qui a besoin de l'autofocus, franchement. Non, mais de toute façon, avoir, blague à part, une monture ouverte, évidemment que c'est un avantage énorme parmi les avantages de la monture X qu'il faut citer. Même si la monture X, déjà par son ancienneté, quand on voit l'étendue de la gamme optique, elle est déjà très très complète. Ouais, mais ça rassure. Ça rassure les gens de se dire, ok, je suis pas enfermé dans un système, je vais pouvoir trouver des alternatives, de choses différentes, de choses équivalentes mais moins chères. Enfin, ça a été la stratégie de Sony dès le départ. Bien sûr. Et c'est ce qui a rendu finalement la monture E si attractive, la plus raisonnable en termes d'investissement encore aujourd'hui. C'est clair. Et donc voilà, parmi les constructeurs qui se sont engouffrés dans la brèche de la monture X, il y a naturellement Sigma qui s'est lancé en 2022 en lançant 4 optiques, 3 focales fixes, un 16, un 30 et un 56 mm ultra lumineux f1.4 et un petit zoom, un 18-50 mm f2.8 constant. On écoute Foucault Prové de Sigma France nous parler de la stratégie de la marque sur la monture X. Alors les utilisateurs Fuji sont
protéiformes, si vous me passez l'expression. Ils sont très divers. On a des anciens leicaïstes, on a en effet des anciens amoureux du réflexe et de l'interface plutôt manuelle des boîtiers. On a des gens qui recherchent la compacité, puisque Fuji est quand même une des seules marques à pas s'être portée sur le full frame et avoir insisté longtemps sur la compacité et la portabilité de ses produits. Donc on a vraiment un ensemble d'utilisateurs extrêmement différents. On sait qu'on a des anciens utilisateurs réflexes qui connaissaient la marque et qui reviennent vers nous, mais on sait aussi qu'on a des jeunes, hein. Chez Fuji, on a quand même pas mal de jeunes utilisateurs qui sont attirés par le côté vintage des boîtiers et qui sont, je pense, attirés aussi par le côté extrêmement compact de nos optiques pour la monture X. Dans un premier temps, ce qu'on a cherché à faire, c'est bien entendu de convertir sur la monture X les objectifs qui étaient compatibles avec cette monture-là, donc les objectifs conçus pour la PSC, les plus compatibles. On avait déjà une petite triplette d'optiques qui ouvre à 1.4, le 16-1.4, 30-1.4 et 56-1.4. Puis très rapidement, on a annoncé des zooms, le 18-50-2.8 extrêmement compact, le 10-18 extrêmement compact également. Donc tout ce qui est compatible au niveau du format APS-C, on le convertit le plus rapidement possible. Et puis ensuite, on va étendre la gamme un maximum en fonction des retours qu'on a des utilisateurs. La particularité du 100-400, c'est qu'il fait partie de la gamme Contemporary. En longue focale, c'est le seul actuellement chez Sigma, hein, les autres sont tous en sport. Et il a été fait en Contemporary pour une bonne raison, c'était qu'on souhaitait alléger au maximum la structure de l'objectif, alléger au maximum le produit, pour qu'il puisse aussi bien être utilisé sur de la PSC que sur du plein format. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on le vendait très très bien pour les boîtiers APS-C de chez Sony, les séries A6000, que ses specs en termes de poids, de mensuration, étaient même inférieurs à ce que proposait Fuji eux-mêmes sur les mêmes focales. Et donc, je pense que nos ingénieurs ont dû penser que ça fonctionnerait parfaitement avec un boîtier APS-C. L'équilibre boîtier optique est tout à fait convenable. Donc de là, on a converti le 100-400 et le retour des utilisateurs est encore une fois positif. Comme vous en doutez bien, je n'ai pas d'informations à communiquer sur les produits qui sortiront. Si on cherche des téléobjectifs compacts et légers, on vient d'annoncer un 500 mm f5.6 qui fait 1,3 kg. On peut tout à fait imaginer, sans que ce soit une information aucune, que ce produit puisse être porté en monture X. Ça aurait beaucoup de sens, de mon point de vue. Du bien aussi, hein. C'est un scoop. Ça aurait beaucoup de sens. Bon, moi, je suis quand même pas tout à fait d'accord avec ce positionnement. Alors oui, c'est vrai que le 100-400 mm de Sigma est relativement compact et léger, mais il a été développé à la base pour le full frame. Et si Sigma avait voulu développer une optique équivalente conçue pour la PSC, elle aurait été, je pense, encore plus compacte et encore plus légère. C'est une tendance là chez Sigma et Tamron de décliner des optiques full frame en monture APS-C. On perd un peu du sens et du sel du truc, quoi. Compacité, légèreté, bon. Après, un utilisateur actuel du XF 100-400 f4.5 5.6, donc qui est plus lumineux, qui est au catalogue Fujifilm, enfin Fuji non, plus exactement quand on parle d'optique, pourra dire que le Sigma est plus léger, puisqu'il est à 1,13 kg contre 1,370 kg. Maintenant, il est vrai qu'il est un peu moins lumineux. Mais c'est vrai, c'est à la fois vrai ce que tu dis, mais à la fois, on peut comprendre les raisons qui peuvent pousser un constructeur à se reposer sur une chaîne de production qui est déjà établie et proposer un modèle qui reste cohérent quand on le met sur un H2S, très clairement. Après, à l'inverse, il a cité aussi Foucault le grand angle 10-18 qui est apparu récemment dans la gamme DCDN, qui là est un grand angle qui a été conçu pour la PSC. Spécifiquement pour la PSC, et là ça fait écho à ce que tu pointais, Arthur, et c'est assez impressionnant. C'est un grand angle qui ne pèse que 260 grammes, qui est minuscule, et là pour le coup on voit tous les avantages du format PSC. Ok, bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la monture X, on va réaliser notre sélection d'optique avec toi, Jean-Nicolas, que ce soit des zooms et des focales fixes pour différents types d'usages, en incluant naturellement les objectifs natifs Fujifilm, mais aussi les optiques actives proposées par les fabricants tierces. Je rappelle qu'il faut appliquer un coefficient de conversion de 1,5 fois sur les focales dont on va parler pour obtenir la focale équivalente en full frame.
On va monter progressivement dans les focales et on commence naturellement par les grands angles et super grands angles jusqu'au 35 mm pour naturellement la photographie de paysage jusqu'au reportage. Jean-Nicolas, chez Fujifilm, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Chez Fujifilm, on a vraiment l'avantage d'avoir une très très belle optique qui est le Fujinon XF 8-16 mm f2.8 RLM-WR qui est un équivalent 12-24 mm qui est gros, qui est lourd, mais qui possède une qualité d'image qui est quand même assez dingo, un niveau de finition très haut de gamme. Certes, le prix est élevé, mais clairement, on est sur un très bel investissement et tous les photographes de paysage, d'architecture et aussi d'astronomie y trouveront un excellent compagnon. Et c'est vrai que pour le coup, c'est très quali. Oui, moi, dans la même catégorie, je préfère le 10-24 OIS WR. Donc, il a été mis à jour, hein, puisque à la base, il n'était pas protégé contre les intempéries. Mais c'est une optique que je trouve qui excelle, en fait, toujours dans ce souci d'optimiser la compacité et l'encombrement. Ouais. Et je trouve qu'il convient à merveille sur les systèmes X, surtout depuis que les boîtiers sont stabilisés. C'est-à-dire que l'ouverture constante à f4 pouvait être pénalisante avec un petit capteur, entre guillemets. Là, l'arrivée de la stab permet de gagner encore quelques vitesses et moi, c'est un petit peu mon chouchou dans cette catégorie. Et accessoirement, il est beaucoup moins cher. Il est à 1099 € environ versus quasiment 2000 € pour le 8-16 que j'ai cité. Donc, Et on peut dire aussi qu'en gamme Fujifilm, pour les amoureux de la focale fixe en grand angle, il y a énormément de choix. Alors, il y a la nouveauté, ce 8 mm f3.5 qui équivaut à un 12 mm, qui a été annoncé l'année dernière. Mais voilà, on va trouver du 14, du 16-1.4, du 18-1.4, du 18-2, du 23-1.4. Enfin, il y en a vraiment pour absolument tous les goûts en grand angle, en objectif natif chez Fujifilm. En alternative maintenant chez les autres constructeurs, toujours dans cette catégorie. Donc Benjamin, tu nous as déjà parlé du 10-18 mm de chez Sigma. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il y a le Tamron 11-20 mm f2.8 DI3A RXD. Et c'est vrai que pour le coup, les dénominations d'optique entre Sigma et Tamron, c'est quand même assez amusant. Accrochez-vous. DI3, parce que c'est une optique pour hybride, et le 3A, ça veut dire que c'est pour APS-C. Bon, voilà. Et pour le coup, entre Sigma et Tamron, j'ai envie de dire mon cœur balance, parce que les deux sont quand même très compacts, les deux sont quand même très quali. Et bon, c'est vrai que pour le coup, le Tamron est un chouïa plus polyvalent, avec une optique qui va jusqu'à 20 mm. Et l'avantage, c'est qu'on a quand même très bonne qualité d'image. La construction est très réussie aussi. Donc franchement, bon, j'ai envie de dire, pour qui cherche un ultra grand angle, c'est quand même un très bon choix. Oui, puis pour le coup, chez Sigma, on a de très très belles focales fixes. Donc il y a le fameux trio qu'on a déjà évoqué. Mais il y a ce fameux, j'en parlais en tout début d'émission par rapport au sommaire de nos confrères de Réponse Photo. Et le test du 23 mm f1.4 qui figure dans le numéro actuellement en kiosque. Et je trouve que là, c'est une merveilleuse focale fixe pour qui aime le reportage équivalent 30 mm environ. En 24-36. Dans les 23 mm 1.4, pour le coup, il y a plein d'alternatives. On a les constructeurs Tokina et Viltrox qui en ont tous deux un. Alors moi, personnellement, je ne les ai jamais vus ni jamais testés. Qu'est-ce que ça vaut, ces optiques ? Vous avez un avis là-dessus ? Et il y a un Voigtlander, Nocton asphérique, 23 mm. On a dit des optiques actives. 23 mm f1.2 pour qui aime les grandes ouvertures. Parce qu'on dit souvent, tiens, la PSC, mais oui, mais on n'a pas le bokeh, le fameux bokeh du plein format. Essayez une optique ouvrant à f1.2 en APS-C, puis on en reparlera. C'est clair. Et accessoirement, qui ne vous abîmera pas le dos quand vous les transportez sur votre dos, c'est quand même pas mal. Sachant aussi qu'il y a Viltrox qui est là, il y a Samyang aussi qui propose des belles optiques. Un 12 mm un 12 mm f2 qui franchement a une très très belle optique. Alors je sais qu'il y a certains de nos auditeurs qui préféreront le Viltrox 13 mm f1.4 AF, qui notamment pour l'astro est juste une pure merveille. Après, on a aussi un petit nouveau sur la monture X en optique active qui est Sirui, qui propose le Sniper 23 mm f1.2. On peut le trouver en blanc, c'est ça ? On peut le trouver en blanc, une finition céramique. Snow. C'est étonnant comme optique. Discret. Oui, bien sûr. Pour la photo de rue. C'est génial. C'est très bien.
Mais optiquement parlant, bon, on n'est pas encore sur le même niveau que d'autres constructeurs, justement, comme Samyang, Viltrox et évidemment Sigma Tamron. Ouais, vous les testez un petit peu ces marques-là on les sur a le site de testés, Phototrend, justement. T'en penses quoi? On a testé justement le 23 mm f1.2. Le piqué est pas dingo, surtout l'homogénéité sur les bords, bon, c'est pas encore ça. Le autofocus est peut-être un peu plus hésitant, bon, mais franchement, pour de la street photo particulièrement, on a quand même une netteté qui est bonne, on a une qualité de construction qui est honorable, on a un rapport qualité-prix qui est quand même plutôt intéressant. Est-ce que forcément je me jetterai dessus? Pas forcément tout de suite, immédiatement, mais c'est une proposition qui a le mérite de non seulement d'exister, mais aussi de bouleverser un petit peu l'ordre établi. Et en cela, ça peut être intéressant à considérer pour qui utilise de la PSC en monture X, clairement. Oui, puis peut-être pour finir ce chapitre des optiques grand angle, pour les nostalgiques, on peut dénicher des Zeiss Tweet. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en monture X, il y en a. Il y a un 12 mm f2.8, il y a un 32 mm f1.8 et il y a un 50 mm f2. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bien construit et c'est vraiment du bel ouvrage. Et c'est vrai que Zeiss faisait partie des partenaires de Fujifilm à l'ouverture de la monture X aux côtés de Viltrox. Et c'est quelque chose de très étonnant parce qu'on se dit que Fuji était seul sur sa propre monture dès le départ. Et en fait, non. Et bon, c'est vrai que ces optiques Tweet, on n'entend quasiment plus parler, mais elles ont le mérite d'être là et elles ont des qualités optiques qui sont assez indéniables. Mais j'ai envie de dire qu'on n'entend quasiment plus parler de Zeiss en optique photo depuis pas mal d'années, là. Enfin... ils n'ont pas sorti de nouveautés, mais pour autant, leurs optiques sont toujours là. Et bon, force de constater. Moi, j'étais follement amoureux des Loxia, personnellement. Les Baptiste, les Otus. Et un jour, on fera une émission spéciale dédiée aux Otus en réflexe. Enfin bref, c'est un autre débat. Ok, pour les grands angles et les super grands angles et les focales à reportage, on continue avec la boîte à outils, l'outil multifonction, le zoom transstandard en monture Fujifilm X native. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Franchement, j'ai envie de dire, l'optique de kit de base, le 18-55 f2.8.4, c'est déjà une excellente optique, clairement. Si vous avez la possibilité de vous le procurer en kit avec un XT4 ou un XT5, avec n'importe quel boîtier, j'ai envie de dire, en fait, elle est remarquablement polyvalente. Ouais, l'ouverture à f4 en fond de zoom, est-ce un problème, justement, comme tu le soulignais, Benjamin, grâce à la stabilisation du capteur, c'est moins un problème qu'avant. Et d'autant que l'optique est stabilisée. C'est un 18-55 OIS. Hein. Et c'est rare comme spec, ça, sur une optique de kit. D'habitude, c'est plus des 3.5, 5.6 sans stable, quoi. C'est assez unique et ça en fait, à mon sens, et depuis des années, l'optique de kit un peu de référence. Je suis d'accord. Mais c'est pas une optique cheap de kit, c'est ça la différence. Ils ont Fujifilm a effectivement un objectif de kit qui est plus simple, qui est de la gamme XC, qui est le 15-45 de mémoire. Là, pour le coup, on va davantage être sur une optique avec des lentilles en plastique, avec une construction, on va dire, moins noble et une ouverture moins lumineuse. Pour autant, j'ai envie de dire, là, ce 18-55, il couvre quasiment tous les besoins. Est-ce qu'il y a besoin, en fait, finalement, d'aller vers le 16-80 f4, vers le 16-55 2.8 ? Ça va dépendre de vos besoins et accessoirement de votre budget. Mais l'avantage de Fujifilm, effectivement, c'est que vous avez cette pluralité en matière d'offres qui est assez indéniable. Disons que pour démarrer, c'est vachement bien. Oui. C'est ce qu'on peut dire. Et il y a une bague de diaph. Et c'est ça qu'on a justement à la rédaction de Phototrend pour nos boîtiers en monture X. Et c'est un no-brainer, quoi. Franchement, c'est génial. Et si on veut une boîte à outils vraiment beaucoup plus large, est-ce qu'on a des équivalents 18-200, 18-300 si on veut absolument pouvoir tout faire avec un seul et même objectif? Alors pour répondre de manière exhaustive, il y a Tamron qui propose son 17-70, qui est un équivalent 25-105, qui ouvre à 2.8. Franchement, c'est pas mal du tout. Et très lumineuse, réactive, bien construite. Franchement, c'est une optique que j'aime beaucoup. Et après, si on veut voir vraiment beaucoup plus long, il y a, on va dire, mon chouchou, qui est le 18-300 mm 3.5-6.3. Alors effectivement, à fond de zoom, c'est pas très lumineux. 27-450 mm. Mais oui, une telle polyvalence dans une optique qui pèse franchement pas lourd du tout. Moi, je l'ai testé avec le XS20. J'étais au bord du lac Dukoum, que je recommande d'ailleurs. Et pour le coup, cette optique, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec?
Franchement, ça on rappelle voyage. l'heure de gloire des Génial. réflexes APS-C grand public, on va dire, avec toutes ces focales 18-300. Il y avait même 18-400. Ou C'est des vrai. compacts baroudeurs, ne les oublie. Aussi. Pas les compacts baroudeurs, les compacts voyageurs avec les zooms 10x, Ouais. 20x. Les TZ, les bridges. bridges. Enfin, tout ça. Non, mais c'est bien. Non, en revanche, on a oublié dans la gamme Fujinon de citer quand même le 18-135 mm. C'est vrai. Mais je ne l'aime pas tant que ça, moi, personnellement. Enfin, C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Un peu encombrant et je ne suis pas totalement convaincu par la motorisation, la mise au point qui est en retrait par rapport notamment au 1680 qui est de meilleure facture. Après, Fujifilm propose depuis peu, et ça plaira à nos amis vidéastes, son XF 18 120 mm f4 PZ, donc avec F4 un zoom constant. F4 constant, tout à fait, avec une motorisation de la bague de zoom, et qui, pour le coup, est relativement compacte et qui est plus moderne, justement, que le 1835 que tu citais, et qui donne de bons résultats, clairement. Bon. On continue avec les focales normales et les petits télés jusqu'au 135 mm pour le reportage, le portrait et la macro. Dans cette catégorie, Fujifilm propose des optiques d'exception ultra lumineuses. On vous propose d'écouter de nouveau Jules Azelli nous en parlait. Alors, en optique ultra lumineuse en monture native chez Fuji, on a effectivement le 50 f1, le 56 f1.2, on a un 35 1.4, on va avoir un 33 1.4, on va avoir un 23 1.4, on va avoir un 18 1.4. Physiquement, on a finalement les mêmes contraintes que sur un capteur qui est plus grand. C'est-à-dire, évidemment, pour avoir des optiques plus lumineuses, avec une conception optique qui convient aux besoins des professionnels, on est obligé d'utiliser des éléments qui sont un petit peu plus lourds, des éléments qui sont un petit peu plus gros et qui deviennent de plus en plus précis en termes de verrerie et d'optique. C'est soumis à des contraintes de diffraction, c'est soumis à des contraintes de précision, c'est soumis à des contraintes de motorisation, parce qu'effectivement, avec un objectif qui est plus petit, on a moins de place pour mettre des moteurs ou un système de stabilisation, par exemple, si on veut garder cet esprit très compact. Mais physiquement, on va travailler nos optiques de la même façon qu'un autre constructeur sur un capteur plus petit ou plus grand le ferait. Simplement, c'est toujours en fait un compromis, et surtout au niveau de l'industrie qu'on observe aujourd'hui, c'est un compromis entre ce qu'on est capable de faire en termes de recherche et développement, le coût que ça va induire pour les photographes, et nous, la qualité qu'on va exiger sur une optique de cette typologie-là. C'est ce qui nous a permis, par exemple, de sortir un 200 f2, qui, si on va le comparer à un équivalent sur 24-36, est finalement beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, mais qui va quand même garder une lentille frontale assez conséquente pour concentrer un maximum de lumière. Bon, du coup, si on veut se faire plaisir avec une belle focale fixe pour faire du portrait et avec des bokeh soyeux et bien enveloppants, sans forcément rentrer dans ces extrêmes de F1, F1.2, quelles sont les options qui existent ? Oh bah si, rentrons dans les extrêmes, justement. Chez Fuji, allons sur le 56 mm f1.2 WR, qui est la dernière version. F1.2. Il est magnifique. Il faut savoir qu'une fois qu'on l'a essayé, celui-là, pour le coup, je reviens à ces fameux effets de bokeh qui seraient, dont le plein format ou le moins format aurait le monopole. Essayez cette optique, quoi. C'est vraiment merveilleux. Il y a une version APD de cet objectif. Apodisation, un filtre d'apodisation. Ouais. Ça fait quoi exactement ce truc-là ? C'est un effet qui permet d'optimiser justement le rendu de bokeh via une bague, en fait. C'est des petites LED qu'ils ont mis à l'intérieur de l'objectif. Non, c'est une bague apodisation. D'ailleurs, on en trouve une chez Canon aussi sur leur 85 mm f1.2. Pour le coup, en 24-36, qui permet d'obtenir aussi ce genre de rendu. Bon, Jean-Nicolas, des choses plus raisonnables. À part le 56 f1.2, non, je vois pas. Ah si, je vois le 50 mm f1 tout court, RWR, voilà, encore plus lumineux. Bon. Non, pour le coup, là, on est plus dans une démonstration de savoir-faire optique, je trouve. C'est-à-dire que c'est une optique merveilleuse qui est quand même assez colossale en termes de dimension et de mensuration. Je ne suis pas sûr que quand on investit dans un système APS-C, on va porter ça au quotidien ou souvent, quoi. C'est un peu comme le 28-70 f2 chez Canon. Ouais. C'est bien pour la vitrine et pour une démonstration de force, de savoir-faire, qui à la base d'ailleurs ne devait pas être un 50 mm mais un 35 ou un 33, et puis Fuji avait expliqué via un fameux X Summit que pour des raisons physiques, c'était finalement plus raisonnable de faire un 50 mm. Et les amoureux de la macro, est-ce qu'ils ont leur bonheur en gamme Fujifilm ?
Alors, en macro, pour le coup, on a le 80 mm f2.8 R LOIS-WR enfin, c'est juste magnifique comme optique. On a un excellent piqué, on a la stabilisation, on a une qualité de construction qui est optimale. Franchement, ah oui, je sais pas si je l'ai dit, il est tropicalisé en plus, donc ça c'est Oui. quand même génial. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement dans les optiques Fujifilm là, de plus en plus. On parlait du 56 tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir sortir sous une averse ou juste après la pluie ou dans un environnement poussiéreux, notamment pour les fans d'urbex, ça c'est pas mal. Et sans avoir d'arrière-pensée par rapport aux poussières qui vont se glisser entre les différentes bagues ou au niveau du capteur. Et ça, c'est quand même assez génial. Et pour en revenir aux 80 mm, franchement, pour qui aime la macro, Et le portrait, parce que et c'est le portrait, redoutable en c'est portrait, vrai, ces trucs-là. c'est vrai, c'est vrai. Redoutable aussi parce que ça peut faire apparaître les plus petits défauts. Tous les et points de vue, donc faire attention à la ouais. personne dont on tire le portrait pour le coup. C'est pas faux, c'est pas faux. Pour le portrait, je rebondis et on reste dans les focales fixes. Il y a le 90 mm f2 qui est magnifique, qui équivaut à un Ouais. 105, qui est très très belle optique à portrait. Et il y a Samyang qui a un 75 mm 1.8. Est-ce que vous avez déjà pu le prendre en main, celui-là? Le 75 mm 1.8, effectivement. Pour le coup, Samyang, justement, ils ont vraiment des belles propositions. Et je trouve qu'on a raison de les souligner parce que c'est vrai que le fabricant sud-coréen a parfois tendance à être un tout petit peu plus discret en termes de marketing que certains autres acteurs. Mais franchement, Samyang a raffiné, poli, on va dire, sa gamme en monture X et aussi en monture E du coup, depuis les années, on va dire 2020-2021, vraiment sorti Covid. Et je trouve que ils ont une gamme qui est cohérente, qui est bien construite, qui a des belles performances optiques, on a une très belle homogénéité, on a une restitution des couleurs aussi qui est très particulière chez Samyang, que personnellement j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir une colorimétrie peut-être légèrement plus chaude, on va dire, que le rendu plus clinique d'autres constructeurs. Franchement, j'aime vraiment ce que fait Samyang sur cette monture X, et aussi monture E du coup, et on a raison d'en parler. Et j'aime bien leur prix aussi. Accessoirement. Je trouve un peu plus doux. Et Ouais. quand même, on a parlé de macro, il faut citer le 30 mm f2.8 C'est vrai. chez Fuji en monture X qui ne pèse que 195 grammes. Donc c'est pas grand chose. Distance minimale de mise au point à 10 cm. Et là, pour le coup, on est dans une optique très polyvalente. C'est-à-dire qu'on va faire de la macro, mais on est sur une focale standard qui va offrir l'équivalent d'un 45 mm, peu ou prou. Donc c'est une vision, on va dire, assez large, entre 35 et 50, c'est pas mal. Et perso, j'aimerais bien, parce que le 80 mm, ça fait presque un 120 mm en Ouais. équivalent. Bon, c'est quand même une longue focale, mais j'aimerais bien qu'ils mettent à jour leur 60 mm, qui était sorti, je crois, en même temps que le X Pro 1 en 2012. Donc la motorisation commence à dater un peu. Allez, on termine avec les téléobjectifs et super téléobjectifs pour la photo de sport et la photo animalière. Et dans cette catégorie, Tamron a lancé récemment un impressionnant 150-500 mm, équivalent donc à un 225-750 mm. On écoute Arthur Michaud de Tamron France nous parler de cette optique. Tamron, on a une gamme en Fuji qui va du 11 au 500 mm et donc ce super télézoom un peu original qui s'appelle donc 150-500. Et donc l'idée c'était vraiment de présenter un peu le meilleur des deux mondes, d'avoir à la fois une optique qui a la même compacité qu'un 100-400 qu'on peut facilement mettre dans son sac photo, tout en proposant quand même un équivalent donc 225-750 mm. Donc ça fait une vraie différence par rapport à un 100-400 qui aura un équivalent 600 mm. Là, on va aller jusqu'à 750, tout en ayant voilà, une optique très compacte pour ce qu'elle peut proposer, donc pour aller jusqu'à 750 mm. Après, on retrouve aussi des caractéristiques communes à la gamme Tamron, c'est-à-dire des belles performances en proxy photo, une optique tropicalisée et un système de stabilisation sur 3 modes, donc un mode enfilé, un mode pour la prise de vue qui va être corriger la stabilisation en visée, plus pour des sujets qui sont très difficiles à capter, qui bougent très rapide, et un mode de stabilisation plus équilibré qui va faire la stabilisation à la fois à la visée et au moment du déclenchement. Bon, c'est une optique qui s'adresse essentiellement aux amateurs de photos animalières.
justement des fugistes, à par exemple, profil, possesseur d'un XH2S, qui veulent une optique, peut-être un petit peu plus compacte, un petit peu plus simple à prendre dans son sac, qu'un 150-600 et voilà, qui veulent vraiment bénéficier de l'avantage d'avoir un capteur APS-C et donc cette équivalence, 750 millimètres et de pouvoir, l'utiliser, voilà, assez facilement. Donc voilà, donc ça donne vraiment un outil, très tout terrain et très facile à utiliser. Chez Fujifilm, en natif, dans la catégorie des super téléobjectifs, qu'est-ce qu'on peut trouver? Tu veux mon coup de cœur absolu? Allez, Le seul, l'unique pour moi? the only, the one. Le 50-140 f2.8. J'adore cette optique. Depuis la première fois que je l'ai testé, c'est un coup de cœur parce que la qualité d'image est juste stratosphérique. On parlait de bokeh tout à l'heure. Franchement, c'est admirable en portrait ce qu'elle est capable de réaliser. J'ai vraiment des superbes images que j'ai faites avec. Enfin, il n'y a juste rien à dire. Et aussi, en termes d'autofocus, on aurait pu craindre qu'avec l'arrivée du XH2S, il se montre trop lent, trop hésitant. Et en fait, pas du tout. J'ai utilisé sur une Rafale à 40 images par seconde avec le XH2S, justement, et ça suit. Et c'est extraordinaire. Et franchement, cette optique, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est un point un tout petit peu élevé. Si les ingénieurs de chez Fujifilm sont en train de travailler sur une deuxième version, ce que je souhaite, une réduction un petit peu du poids, ça serait toujours appréciable. Mais honnêtement, cette optique, elle n'a pas de défaut. Si ce n'est le poids du coup. Et franchement, c'est un vrai coup de cœur. Même si effectivement, on a aussi le 70-300, toujours des fichiers Fujifilm. On a le 100-400, f4.5.5.6 dont on parlait tout à l'heure, qui sont de très très belles optiques pour les amateurs de reportage, de sport, d'animalier, ou tout simplement, c'est ceux qui veulent avoir une pratique un peu différente de, par exemple, de la street photo ou de l'architecture, pour se concentrer sur des détails. Je trouve que d'une manière générale, on a tendance à être trop restrictif sur l'usage d'un télé. On se dit, oui, il faut que ce soit au bord du terrain, ça va être que pour du sport, des photos d'animaux. Donc en gros, on va dire du safari. Et en fait, pas du tout. J'ai eu un shooting vraiment d'architecture ou par contrainte en fait, je ne pouvais pas utiliser mes optiques ultra grand angle parce que j'avais pas pu entrer sur la zone que je voulais photographier. J'ai été contraint d'aller dans un parking qui était juste en face et donc de me focaliser exclusivement sur vraiment des détails de cette architecture très particulière. J'ai fait ça au 70-200. Là, en l'occurrence, le 50-140 est un équivalent 70-200 et la photographie de détail est juste quelque chose d'extraordinairement satisfaisant. Donc pour le coup, les téléobjectifs sont tout indiqués pour une très large gamme de pratiques photo. Et Fuji a beaucoup de choses à proposer en la matière. Oui, je suis d'accord avec toi sur le 50-140 qui est une optique assez merveilleuse en termes de performance surtout. Moi, de mon côté, j'irai vers la légèreté pour compléter le 10-24 dont on parlait au début par rapport au focal grand angle et le 16-80 f4. Dans cette logique, moi, j'irai plutôt vers le 55-200 f3.5.4.8, qui est une optique que j'ai beaucoup utilisée et que j'aime énormément, qui ne vaut entre guillemets que 800 €. Alors, elle est pleine de compromis, évidemment, parce que c'est une ouverture glissante, mais elle pèse que 580 grammes, donc c'est 2 fois moins lourd, évidemment, que le 50-140. C'est une plus grande amplitude. Et toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant, la stabilisation intégrée dans les boîtiers, notamment, font que c'est une optique très agréable à utiliser et très performante, étonnamment performante. Je suis d'accord. Et en termes d'optique d'exception, ce 200 mm f2, est-ce que vous avez déjà pu le prendre en main et l'essayer? Bon, c'est un peu hors norme, hein, j'imagine, ce genre d'objectif. C'est totalement hors norme, en effet, mais pour le coup, c'est une proposition qui est très intéressante de la part de chez Fujifilm parce que ça montre leurs ambitions en matière de photographie sportive. Et c'est vrai que s'ils avaient que le H2S comme boîtier sportif sans optique vraiment sportive pour montrer ce dont ils sont capables, le développement de cet écosystème sportif aurait été beaucoup plus compliqué. Et là, cette optique-là, vraiment taillée exclusivement pour le sport et l'animalier et qui vient rivaliser avec ce petit concurrente au plat format, mais avec quelque chose qui est beaucoup plus compact et surtout beaucoup, beaucoup moins cher. Là, on n'est pas du tout sur des budgets de 15-20 000 €. On est sur des budgets à seulement 4 chiffres. Et pour le coup, un équivalent 350 mm qu'on peut coupler avec un téléconvertisseur à 1,4 fois, c'est un atout assez extraordinaire pour le sport et l'animalier. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je sens que le convertisseur est compris avec. Il est livré avec l'optique, qui coûte quand même 5 000 €, faut le dire. Mais tu as raison de le mettre en parallèle avec d'autres offres similaires dans d'autres formats.
Et pour finir, il faut quand même mentionner le 150-600 qui est proposé au catalogue de Fuji, qui est une optique de couleur, entre le blanc, le gris, plutôt blanche. Enfin bon, on peut l'identifier comme une longue focale sportive. Et tout ça pour dire que finalement, pour rebondir sur le débat tout à l'heure qu'on avait autour du 100-400 Sigma, qui a les mêmes dimensions en plein format et en APS-C, pourquoi ne pas imaginer aussi le 150-600 actuel chez Sigma DGDN également proposé en version APS-C, parce que finalement, souvenez-vous, en réflexe, Tamron, que ce soit les premières versions ou les G2 ou Sigma pour les versions Sport et Contemporary, étaient des zooms qu'on utilisait à la fois sur le système 24-36 et APS-C sans qu'on ait à redire sur leur dimension. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Bon, on l'a bien vu, on l'a bien compris, photographes et vidéastes ont du choix en matière d'optique, que ce soit chez Fujifilm, mais aussi chez d'autres constructeurs depuis l'ouverture il y a quelques années de la monture X. Pour conclure, on va essayer de voir ce qui pourrait encore manquer finalement sur le marché en 2024 en monture X. Et nous avons posé la question à Xavier Marchi du Fox Concept Store Photo de Nantes. On écoute sa réponse. Effectivement, l'ouverture de la monture a été bien acceptée par la plupart des clients, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va retrouver des solutions que Fujifilm ne propose pas dans son catalogue d'optiques, qui est déjà très riche malgré tout. Les optiques phares, à mon sens, c'est les focales fixes ouverture 2 qui sont tropicalisées, puisqu'elles ont une très grande qualité optique dans une compacité vraiment intéressante, et les gens recherchent de plus en plus de la compacité. Je pense notamment au 23 ouverture 2 tropicalisé, le 35 ouverture 2 et le 50. Ce trio d'optiques-là, par exemple, marche très bien, ainsi que quelques focales fixes en pancake. Les gens recherchent beaucoup aujourd'hui la compacité, la légèreté et la qualité, et aujourd'hui on retrouve ça chez Fujifilm. Aujourd'hui, le catalogue Fuji est assez riche. Il manque peut-être, je dirais, non pas des nouvelles optiques, mais des mises à jour d'optiques. Je pense notamment au 16-55 2.8 constant, qui est une très bonne optique, mais qui est, à mon sens, un petit peu vieille par rapport aux performances des boîtiers de dernière génération. Je pense notamment au XH2S ou XT5 pour répondre à la performance d'autofocus, notamment, et de performance optique pour répondre aux 40 millions de pixels de certains boîtiers. Tu l'avais évoqué, Jean-Nicolas, la nécessité pour Fujifilm de renouveler, de passer en V2 certaines optiques. Outre ça, est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des manques en monture X à l'heure actuelle encore ? J'aurais eu tendance à dire que oui, il y a quelques années, mais force est de constater que non seulement Fujifilm répond à la plupart des besoins, sauf pour certaines optiques qui ont besoin d'être modernisées et passées en version 2, mais l'offre en matière d'optique tierce se consolide de telle façon qu'il n'y a pas de vrai manque en tant que tel sur la monture X. Après, Benjamin, si tu n'es pas d'accord avec moi, Non, moi je suis plutôt d'accord. Et puis de toute façon, on l'a dit un peu dans le courant de l'émission précédemment. Moi, j'avais mentionné le 60 mm macro que j'aimerais bien voir renouvelé, qui date un peu. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'a réussi à faire Sony sur les secondes versions de ses zooms, je pense au 24-70 ou je pense au 70-200, ce qu'ils ont réussi à faire en gain de poids, de compacité, on se prend à rêver un peu et se dire, bah oui, effectivement, ces zooms transstandard et le fameux 50-140 de 8 que tu as cité, s'ils venaient tous les deux dans une version, une seconde version, avec un poids réduit sur la balance, une compacité encore réduite aussi, ce serait formidable. Mais je trouve qu'on vit une époque formidable. Oui, c'est rare de dire ça. C'est relatif tout ça. Alors c'est sûr, c'est très relatif. On vit une époque formidable en termes d'optique. Parce que il y a encore une trentaine d'années, les optiques asphériques étaient extrêmement rares, extrêmement chères, parce que la méthode de production était d'une complexité absolue. Il n'y a que Leica qui continue d'ailleurs à y recourir pour ses propres optiques, mais qu'ils aient changé aussi pour certaines autres. Mais maintenant, on a cette possibilité de faire des verres d'excellente qualité avec un facteur de transmittance qui est très très élevé, une réduction des aberrations dans tous les sens qui est extrêmement performante, et on a moyen maintenant d'avoir une qualité d'image extrêmement performante, beaucoup moins de compromis qu'avant, à un tarif inférieur, et donc ça pour les photographes c'est absolument génial.
ce qu'on disait tout à l'heure, c'était les zooms de voyage, par exemple 18-400. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais encore sur Reflex, c'était des optiques avec beaucoup de compromis. À fond zoom, c'était assez atroce en termes de piqué. Maintenant, on prend justement le 18-300 de chez Tamron. Alors, je dis pas que c'est le même piqué qu'un 56-1.2, voilà, mais pour le coup, on a une qualité d'image qui est très bonne, qui est remarquablement bonne compte tenu de la plage focale. Et d'une manière générale, les optiques deviennent toutes stratosphériques et on réussit à repousser encore les limites dans le stratosphérique avec des propositions justement comme celle de Fujifilm là, sur le 56-1.2 et également la concurrence, c'est évident. Chez Sony, par exemple, on a une qualité d'image qui est incroyable et que je ne pensais pas voir en termes d'homogénéité, par exemple, il y a quelques années. Et même en termes de focus, d'ailleurs. Et juste au chapitre des souhaits, comme tu parles des corrections optiques, parfois, pour activer les corrections optiques, il faut passer par les menus. Et donc, on parle de la monture X. Moi, j'aimerais juste parler des menus. C'est pas le que veux-tu dire Parce que je pense vraiment que au-delà donc de nos souhaits en matière d'optique de seconde génération, ce qu'on aimerait voir arriver dans une gamme qui est déjà très mature, j'aimerais bien qu'il y ait une refonte des menus chez Fuji. Parce que je pense que ça rendrait aussi les choses beaucoup plus claires. Voilà. Allez, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Merci aussi à toi, Benjamin, de nous avoir partagé tout ça et toutes ces recommandations en termes d'optique en monture X.